Aujourd'hui, on va s'attarder en premier lieu sur ce qui s'est passé hier à propos du procès d'Axel Dorier. Je voulais pas m'attarder là-dessus au départ, mais voilà, après tout ce que, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu, ça m'a révolté et il faut faire un sujet là-dessus. Y attarder encore une dernière fois, je dirais, parce que après il faudrait laisser, enfin j'en sais rien, c'est laisser cette famille un peu faire son deuil, quelle horreur quoi, et que cette pauvre jeune fille repose en paix, mais c'est tellement horrible. On a parlé déjà, euh, là, je crois que c'était dimanche, du fait des peines immondes qui ont été prononcées pour ce meurtre qu'il y a eu. Donc les peines, on va revenir dessus, on va revenir sur les peines, on va revenir, il y a un dialogue entre Berkoff et l'avocat qui explique bien pourquoi la peine, ça n'a pas été 30 ans au départ. Et donc pourquoi on a abouti à 12 ans. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc c'est vraiment une question de peine qui est prononcée par le parquet général, je crois, au départ, avant même le procès, qui avait été mis à 20 ans. Donc c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi les gens parlaient de 20 ans. Voilà, on va revoir pourquoi moi je ne comprends pas. Donc la justice, je ne comprends pas, je suis désolé, mais pourquoi ça n'a pas été transformé en meurtre en fait au cours du procès vu les faits. Donc je ne comprends pas. Je ne pense pas que je vais apporter la solution par rapport à ça, mais au moins je pourrais dire que c'est incompréhensible, que la justice, comment la justice fonctionne est incompréhensible. Et puis on va revenir sur ce qu'a dit l'avocat du condamné, qui a été incroyable. T'as une rage qui monte indescriptible. Et voilà, et on va revenir sur ce fameux avocat pour voir qui c'est, comment il peut se permettre d'être aussi arrogant. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Pascal Praud hier matin, où on voit l'arrogance de cet avocat et c'est normal pour lui d'être comme ça. Donc c'est totalement incompréhensible. Donc on va voir tout ça. Donc bienvenue, partagez cette vidéo parce que voilà, il faut que les gens sachent. euh, il faut que les gens sachent ce qui se passe, quoi. C'est pas possible. Donc Axel Dorier, donc on a déjà vu plusieurs fois. On va écouter directement Berkoff. Donc Axel Dorier, la jeune fille que vous voyez là. Regardez-la bien. Encore une de nos sœurs qui s'est fait tuer, massacrée parce qu'elle était ce qu'elle était, française. On va écouter Berkoff là qui reçoit l'avocat de la famille. Voir d'abord, vous êtes avocat de la famille Dorier, et au-delà effectivement de l'immense douleur et de ce qu'on peut, que tout le monde peut comprendre, mais comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain décalage perceptible par beaucoup, en tout cas, entre ce qui s'est passé et ce que et les sanctions que l'on donne, que la justice, enfin, en tout cas, dans certains cas, donne? Alors, la première des choses, c'est l'infraction. L'infraction initiale a été arrêtée par le parquet de Lyon. Donc c'est là que l'avocat va expliquer que c'est 30 ans au départ, enfin qu'il comprenait pas, machin. Sur la base de faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Oui. avec un quantum de peine, un maximum de peine de 20 ans. Le Mmh. parquet aurait pu envisager une autre qualification pénale, le meurtre, qui est effectivement l'acte criminel avec intention coupable, avec intention homicide. Et là, nous passons à 30 ans de réclusion criminelle. D'accord. Si le parquet a opté pour la première des qualifications, c'est que somme toute, s'est posé légitimement la question de l'intention homicide. Ouais. Tebal, Youssef, avait-il l'intention homicide, avait-il l'intention de donner la mort à Axel Dorier? Le parquet a estimé que non. Les parties civiles, bien évidemment, ont considéré que cette infraction était minimaliste par rapport aux faits endurés par la pauvre Axel Dorier. Et il est vrai que nous étions un petit peu dans l'attente de savoir si à la cour d'assises, aussi bien le parquet général que monsieur le président de la cour d'assises allait poser cette question exceptionnelle sur la requalification. Ouais. Donc la requalification, c'était ça le terme que je cherchais. Donc on entend que c'est le parquet qui a décidé de mettre sans donner l'intention de le faire comme ordre pour pouvoir. Et donc homicide, donc 20 ans. Donc c'est là que c'est l'incompréhension totale.
Pourquoi? Et pourquoi ça n'a pas été requalifié pendant le procès? Puisque pendant le procès, il y a eu cette déclaration. Alors je ne sais plus si c'est pendant le procès ou si c'est pendant une déclaration précédente, ça c'est un truc qui n'est pas précisé, mais procès d'Axel Dorier, le conducteur avoue qu'il voulait faucher son petit ami, pas la jeune femme. Lors de son interrogatoire au 3e jour du procès de l'affaire d'Axel Dorier, donc voilà, donc c'est précisé, donc c'est bien pendant le procès. L'accusé principal a reconnu qu'il avait voulu faucher, il a voulu faucher, donc voulu tuer, donc il y a volonté de meurtre. Non pas la jeune femme, mais Clément, le petit copain de la victime qu'il a vu monter sur le capot. La vision que j'ai, ce n'est pas Axel, c'est Clément. Et donc, volonté de meurtre, je l'avais lu la dernière fois, code pénal. Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre et il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Donc on a bien cet aspect qui est présent, qui aurait pu permettre de requalifier la décision de justice aux 30 ans et donc pour meurtre. Et ça ne s'est pas produit. En tout cas, nous sommes arrivés le 17 janvier 2023 devant la cour d'assises du Rhône avec la qualification arrêtée par le parquet initial, à savoir des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le président a voulu poser cette question supplémentaire du meurtre, laissant à penser qu'il y avait une fenêtre de tir, si je peux me permettre l'expression malheureuse, pour que les jurés puissent, après réflexion, dans le cadre de leur délibéré, se dire, mais oui, il y a quand même une intention d'homicide dans ces faits-là, parce que cette jeune femme est morte. Et elle est morte dans des conditions dont on pouvait supputer, subodorer qu'il y a eu l'acte volontaire d'un homme. Alors justement, Maître Versini, juste pour rappeler aux auditeurs, à tout le monde, à moi-même, comment ça s'est passé? Elle a été traînée comment? C'est-à-dire, elle s'est mise devant la voiture? Comment ça s'est passé très exactement? Écoutez, en fait, Axel allait fêter pour la première fois son anniversaire avec... Donc là, on va pas refaire. Je mettrai le lien de cette vidéo. Donc là, il va tout expliquer. C'est horrible, vraiment. C'est vraiment horrible. Donc si vous voulez écouter le détail de comment elle est morte, comment elle a été assassinée, tuée, l'avocat réexplique. Donc moi, ce sur quoi je veux m'attarder, c'est sur cette qualification de meurtre, justement non, d'homicide sans intention de le donner. Donc ça, c'est hallucinant déjà. On comprend difficilement ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est sur ça que je voulais m'attarder. Et donc là, vraiment, on est dans la situation où on ne comprend pas la justice. J'en ai beaucoup discuté avec quelqu'un qui connaît un peu. Et donc, en fait, en gros, c'est vraiment ça. Je l'avais mis à un autre moment la vidéo d'Oberton qui explique à Slama pendant le débat là, que les peines ne sont jamais appliquées, celles du code pénal. Et en fait, en gros, comment ça fonctionne, moi je ne comprenais pas, et pourquoi c'est incompréhensible pour tout le monde, je pense, c'est qu'en fait, du genre les 30 ans ou les 20 ans, c'est le maximum. Et donc en gros, avant d'y arriver, il faut... Enfin, c'est comme ça qu'ils raisonnent les gens, c'est le maximum, c'est pas la peine qui va être appliquée... Donc vous avez fait, c'est bon, on a bien vu que vous voulez la tuer ou le tuer, donc en gros vous avez 20 ans. Et en fait, après, on a des circonstances atténuantes ou aggravantes qui peuvent augmenter à 25 ans, voilà, machin. Ou qui peuvent diminuer à 12 ans, par exemple. Non, c'est, ok, on est à 20 ans, et puis en fait, on démarre à 10, et puis s'il y a des circonstances graves, en fait, on monte jusqu'au maximum des 20 ans. Donc c'est ça qui est complètement hallucinant. Donc rien que ça, déjà, c'est incompréhensible total, quoi. Donc après, il y a toute la problématique de cumuler les peines, machin, tout ça, qui sont catastrophiques, qui n'existe pas en France, et donc voilà. Donc c'est pour ça en fait que les décisions de justice sont si basses. C'est parce que en fait, ce qu'il y a dans le code pénal, c'est la peine maximale. Voilà, c'est comme ça que c'est raisonné. Maintenant, je comprends mieux. Donc c'est l'horreur, quoi, l'horreur. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement les deux saloperies, le premier, celui qui a tué, il a que 12 ans. Mais en plus, il a déjà fait 2 ans, donc il va rester que 10 ans. Donc bon, il a déjà fait 2 ans, ok, pourquoi pas. Et après, on a la problématique de la remise de peine qui peut rentrer en jeu. Et donc hier, le monsieur qu'on voit à l'écran, là, le diable, expliquait tranquillement ceci. Monsieur Metaxas, je vous remercie. Monsieur Metaxas. Tebal, donc, va rester aujourd'hui quelques années en prison et il a accepté. Vous avez pu
Vous avez pu échanger, j'imagine, avec lui au moment du verdict et il a accepté cette peine. Oui, parce qu'il sera aménageable dès l'année prochaine. Donc il pourra bénéficier. Et donc voilà, donc là, il dit déjà qu'il a accepté la peine. Il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'en fait, ils ne feront pas appel, les accusés. Pourquoi ? Parce que, en gros, la peine est déjà assez clémente. Et donc, en fait, ils sont contents, quoi. Et donc, ils feront pas appel parce que potentiellement, pendant l'appel, il peut y avoir requalification en meurtre. Et donc, ils peuvent se taper beaucoup plus. Donc voilà. C'est ça qui s'est passé, bordel. Donc les mecs, ils ne veulent pas... Pardon, excusez-moi, je suis tellement énervé par rapport à ça. Ils ne veulent pas faire appel pour être sûr de garder cette peine clémente. Et surtout que le deuxième aussi n'a eu que 2 ans, quoi. Alors que quand t'as complicité, donc pareil dans le code pénal, complicité, la fuite est d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité aussi ou à 20 ans, aux alentours de 20 ans. Donc 12 ans et 2 ans pour un meurtre. Voilà, c'est ça. Et donc là, après, il explique que qu'est-ce qui va se passer dans l'année... enfin, quand est-ce qu'il va pouvoir potentiellement sortir. Bracelet probatoire à libération conditionnelle. Si vous me permettez, monsieur Metaxas, je ne sais pas si c'est très... Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Voilà. Il pourra bénéficier d'un bracelet probatoire à libération conditionnelle. Si vous me permettez, monsieur Metaxas, je ne sais pas si c'est très habile de dire ce que vous venez de dire. Que ça vous déplaise, c'est une chose. Non, je sais pas que ça me déplaît. Je trouve, si j'étais les parents d'Axel Dorier, je pourrais trouver que ce que vous venez de dire est juste indigne. Mais je ne suis pas ses parents. Je trouve que ce n'est pas très habile. Si vous me permettez. Hein. La question, c'est pas d'être habile, la question, c'est de faire du droit. S'il y a une personne... Bah non, la question, c'est aussi d'avoir un peu de compassion et de cœur. Que ça vous déplaise, monsieur Pro, c'est votre problème. Non, mais c'est pas que ça me déteste. Je vous assure, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je trouve que ce n'est pas très habile de votre part. Mais... Si. Et croyez-moi... D'ailleurs, t'as Philippe Bilger là qui après parle du fait que c'est bien parce que pour une fois ils ne font pas appel machin, alors que c'est tout simplement parce que il y a cet aménagement de peine, enfin cette peine qui est pas aménagement mais qui est totalement basse, donc ils vont certainement pas risquer que ça augmente dans un appel. C'est pour ça, et donc franchement c'est incroyable. Parce que vous ne le savez pas, mais depuis le début de ce procès, j'échange notamment avec le conseil de la famille Dorier. On a fait en sorte que les choses se passent bien, et elles se passent bien, et je crois que l'avocat d'ailleurs vous l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, maintenant moi vous m'interrogez en ma qualité d'auxiliaire de justice, vous demandez, parce que je vous ai entendu poser la question, quand est-ce que Youssef Tebal pourra demander un aménagement de peine. Bon, vous voulez pas la réponse, mais elle est juridique. Il sera aménageable. C'est-à-dire que quand on est condamné à 12 ans de prison pour avoir tué quelqu'un et l'avoir traîné sur 800 mètres, vous venez d'expliquer le lundi matin, 24 heures après le procès, que le monsieur en question pourra avoir un bracelet. Je répète, je trouve que vous ne donnez pas une bonne image d'abord de la justice, et je trouve que sur le plan personnel, ce que vous dites peut choquer ceux qui nous écoutent et la famille. Maintenant, si vous êtes libre de vos paroles, monsieur. Que vous n'avez pas suivi. Vous ne savez même pas. Si, t'inquiète, on a suivi. Hein. Venez à Lyon la prochaine fois. Si vous le dites. Venez au procès. Vous n'avez pas suivi. Bah si, on a suivi et on voit l'horreur de la justice, voilà. Donc je ne sais pas comment réagir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain. Ah là là. Bon, en tout cas, voilà, c'est un truc de fou. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On est là, on subit. On voit cette horreur en face de nous, avec des avocats qui peuvent faire sortir des gens très tôt, alors qu'ils ont tué des Français tranquillement. Et donc, on va regarder un peu plus en détail qui est cet homme, qui est ce diable. Qui est ce diable qui s'habille en Levinsky, je sais pas quoi là. Alors, donc après, F de Souche a trouvé un peu différents sites. Moi, j'en ai trouvé aussi un certain nombre concernant cette personne. Donc, juste, je voudrais, avant de... Non, je vais pas... non. Je vous laisse... Je vous laisse en fait ce tweet aussi, avec les détails en gros de l'horreur qu'a subi Axel. Une douleur de 7 sur 7 mise à nu du cerveau par frottement. Ce qui est arrivé après Axel est insoutenable, une horreur sans nom.
La mort n'a pas été instantanée, indique Hervé Fabrizi, le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie. Les premiers mètres, elle était parfaitement consciente de ce qui se passait, explique-t-il dans un silence de cathédrale. Quand le président de la cour lui demande d'évaluer l'échelle de la douleur à cet instant précis, l'expert répond sans aucune hésitation. 7 sur 7, le maximum qu'un être humain peut endurer. Elle a été vivante pendant quelques secondes, sur 100 mètres, où elle s'est faite traîner. Et après sur 800 mètres, voilà. Donc c'est l'horreur, plus si vous ajoutez ça, plus le fait de meurtre. Avouez, c'est l'incompréhension, mais la plus totale. Et donc, qui est cet avocat qui permet ce genre de choses? Donc, ma stratégie porta ses fruits. Après cette confrontation, la jeune fille se défenestra. Donc là, c'est une autre affaire il y a longtemps, quand David Metaxa, l'avocat de Youssef T, se confiait au journal Libération. J'avais trouvé en fait aussi cet article. Bon, après, ils ont extrait un morceau. Je sais pas si on va tout lire de toute façon, et j'en ai trouvé plein. On va voir qui est ce personnage. D'autres histoires sont plus perturbantes. Histoire de son premier dossier, la défense d'un homme ayant violé sa filleule de 7 ans. L'avocat écrivain raconte comment, lors de la confrontation, il prend un soin calculé à déstabiliser la jeune victime sans nom. Sans précise-t-il, une victime. Non, sans précise-t-il, une certaine ignominie. Conclusion, ma stratégie porta ses fruits. Après cette confrontation, la jeune fille se défenestra et il étire le récit. Donc ok, donc putain, j'avais même pas lu, mais c'est quoi ce mec, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette ordure là? Donc là, il y a les deux articles. Donc un sacré pistolet, c'est de ça qu'ils ont tiré ce passage. David Metaxa, un sacré pistolet, beau gosse et grande gueule, copain de Néré. Cet avocat de braqueur et de trafiquant détonne au sein du barreau lyonnais. Ses confrères du barreau de Lyon, les plus optimistes, lui prédisent un destin à la Karim Achoui, ex-avocat parisien du grand banditisme, qui, entre autres mésaventures, eut la douleur de sentir un jour une balle de 11,43 lui traverser la verge. Intéressant. Les plus pessimistes le voient simplement au trou. Voire hypothèse plus radicale, dans un trou, jalousie, balaye David Metaxa. Il ne supporte pas qu'un type de 35 ans soit devenu en quelques années un des meilleurs avocats de Lyon. Il ne supporte pas que je sois de toutes les affaires médiatiques. Donc en fait, il veut la lumière sur lui, quoi. Il prend naturellement la pose. Non, l'avocat parle avec l'assurance de ceux dont l'ego ne semble pas connaître de limites. Il prend naturellement la pose de son physique avantageux. Épaules larges, police et regard bleu. Comme droit sorti de la série Avocat et Associés. Même jeu, même réplique, même aventure et rebondissement improbable, où s'entre l'histoire d'amour, de flics, de voyous et de rivalité professionnelle, au sein du très bon teint et un brin pépère barreau lyonnais. Le cas Metaxa faisait depuis quelques années des étincelles, il leur a offert un feu d'artifice. C'est à quel endroit l'histoire? Horrible là. Tac. Après avoir mis un certain foutoir sentimental dans le so chic cabinet Jakubowicz, ah oui, c'est un ancien Jakubowicz, donc le mec de la Lycra, qui donnera d'ailleurs. Attendez, je vais zoomer. Qui donnera d'ailleurs lieu à un premier roman édité à un compte d'auteur et une première convocation chez le bâtonnier. Il y a eu une fille, annuler un mariage à la dernière minute, puis quitter le père pour rejoindre une autre éminence du barreau lyonnais, François Saint-Pierre. Il enchaîne les faits divers locaux à fort potentiel médiatique. D'autres histoires sont plus perturbantes. Histoire de son premier dossier, la défense d'un homme ayant violé sa filleule de 7 ans. L'avocat écrivain raconte comment lors de la confrontation, il prend un soin calculé à déstabiliser la jeune victime, non sans, précise-t-il, une certaine ignominie. Conclusion, ma stratégie porta ses fruits. Après cette confrontation, la jeune fille se défenestra. Il étire le récit. Le père de l'enfant se serait vengé en tuant le violeur et aurait à son tour demandé à être défendu par Metaxa. Il reconnaît avoir romancé cette dernière partie. Dit que la première est vraie, qu'elle l'a vacciné à tout jamais des affaires de mœurs. Puis passe à autre chose. J'ai besoin de choses fortes, c'est pour ça que j'aime les bandits, les gens de la nuit et ceux qui va avec. Voilà, donc ça a l'air d'être une personne tout à fait prompt à faire justice, hein. Alors, on va enchaîner quelques articles à son propos. Affaire Néré, l'avocat lyonnais David Metaxa mis en examen. Donc là, on est en 2012. Monsieur Metaxa
ME, ça doit être Maître David Metaxa, un avocat lyonnais, connu pour sa proximité avec Michel Néret, a été mis en examen jeudi du chef de recel de violation du secret professionnel dans l'affaire de corruption présumée de l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, a-t-on appris de sources judiciaires. Il a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire au terme de sa garde à vue, qui avait débuté mardi en milieu de matinée, a-t-on précisé. Une mesure qui implique qu'il a interdiction de quitter le territoire ou d'entrer en contact avec les autres personnes mises en examen dans ce dossier. Selon le journal Le Progrès, les juges parisiens Patrick Gachon et Hervé Robert, en charge du dossier Néret, disposent de nombreuses écoutes téléphoniques et s'intéressent aux relations entre le jeune pénaliste très médiatique et le commissaire ex numéro 2 de la PJ de Lyon, soupçonné d'avoir fourni des renseignements à des personnes réputées proches du milieu lyonnais. Michel Néret avait notamment été mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens et violation du secret professionnel. Il est écroué depuis le octobre 2011 à la prison de la Santé de Paris. Voilà. Donc, préparez encore libération. Déjà cité dans l'affaire Néret, l'avocat Metaxa mis en cause dans un autre dossier. Autre article, alors l'avocat lyonnais a été mis en examen et placé en garde à vue à Dijon pour violation du secret d'instruction, donc c'est ce qu'on vient de dire. 3 agents de sécurité ont emmené le jeune marginal dans une salle de contrôle où il a été immobilisé, a relaté M. Metaxa, l'avocat de 2 des vigiles mis en cause. Il n'a pas pu communiquer avec ses clients avec les résultats de l'autopsie. L'avocat lyonnais David Metaxa, déjà poursuivi dans l'affaire de corruption présumée de l'ex numéro 2 de la PJ Michel Néret, a été mis en examen vendredi à Dijon pour violation du secret de l'instruction dans un autre dossier. Maître Metaxa avait été placé jeudi en garde à vue dans les locaux de la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon, soupçonné d'une violation du secret d'instruction, en lien avec une affaire de saisie de stupéfiants en Côte d'Or, a-t-on appris de même source, confirmant une information du quotidien Le Bien Public. Enquête déontologique, Maître ça, avocat de 2002, âgé de 35 ans, a déjà été mis en examen en mars du chef de recel de violation du secret professionnel dans l'affaire de corruption présumée de l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, Michel Néret. Selon son avocat, M. Alain Jakubowicz, on l'accuse d'avoir détenu un document provenant de la violation du secret professionnel de M. Néret. Soupçonné d'avoir fourni des renseignements à des personnes réputées proches du milieu lyonnais, le commissaire avait notamment été mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, on a déjà lu. Il est écroué depuis octobre 2011 à la prison de la Santé à Paris. Après sa première mise en examen, Maître Metaxa n'avait pas été interdit d'exercer par le barreau de Lyon. Toutefois, le bâtonnier avait ouvert une enquête déontologique qui est toujours en cours. Donc toujours en 2012, un avocat lyonnais, David Metaxa, en garde à vue dans l'affaire Néret. Donc c'est ce qu'on a vu. Monsieur Metaxa, jeune avocat lyonnais, connu pour sa proximité avec Michel Néret, a été placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire de corruption présumée de... Ah mais c'est exactement le même article là. Et les gars, c'est pas bien de pomper sur Libération ? Soupçonné d'avoir fourni des renseignements à des personnes réputées proches du milieu lyonnais, Michel Néret avait notamment été mis en examen pour corruption de trafic d'influence. Au moment de l'interpellation de Michel Néret, fin septembre 2011, Maître Metaxa avait été un premier temps pressenti pour le défendre avant que le prévenu ne choisisse d'autres avocats, parce qu'il savait qu'il était... Dans une conférence de presse donnée dans son cabinet le 30 septembre 2011, David Metaxa avait expliqué son retrait en disant « Je ne suis pas l'homme de la situation ». Il avait au passage dénoncé les méthodes de Michel Néret. Le flic était détestable, mais l'homme est brisé aujourd'hui. Loin de ses déclarations d'alors, David Metaxa avait récemment confié à l'AFP à quel point l'avait affecté le placement en détention de son ami Michel Néret. Michel Néret, qui fréquentait les mêmes soirées lyonnaises de ce jeune avocat ambitieux, connu pour son goût des dossiers médiatiques en touchant un grand banditisme. Surnommé la robe noire du milieu et détesté de ses confrères, l'avocat de 35 ans est le pénaliste qui monte à Lyon. Écrivait le 8 janvier 2012 la Tribune de Genève, résumant bien les rapports entre M. Metaxa et le monde judiciaire. Avocat depuis 2002, ce pénaliste, avocat de défense pénale et criminal defense lawyer, peut-on lire sur son site davidmetaxa.com, est un ancien collaborateur de l'avocat Alain Jakubowicz qui par ailleurs préside l'ALICRA. C'est intéressant. Enquête, David Metaxa dans le collimateur de la justice, avocat controversé, donc ça c'est en 2012 toujours. Une personnalité qui agace, autoproclamé avocat du milieu. En fait, c'est l'avocat des barons, quoi. Enfin, des criminels, quoi. C'est quoi ce délire, quoi.
Autoprogrammé avocat de milieu, le jeune pénaliste n'a jamais caché son amitié, son admiration pour Néré, ni le fait qu'il se retrouvait régulièrement dans les mêmes soirées mondaines. Aujourd'hui, les enquêteurs cherchent à savoir si David Metaxa aurait pu délivrer au commissaire des informations confidentielles ou lui rendre quelques services. Il est présumé innocent, rappelle Jean-Paul Borelli, secrétaire zonal du syndicat Alliance, laissant entendre que dans les rangs de la police, la personnalité de l'avocat agace, ses méthodes et son penchant pour les médias aussi. C'était quoi le film avec Richard Gere là? Je ne me reviens pas là sur l'avocat qui veut les médias là, c'est fou, il est énorme, c'est vraiment ça en fait. Il a toujours critiqué nos enquêtes, cherché la faille et suspecté mes collègues de ne pas avoir été honnêtes dans leur travail, constate le policier. Décrit également par la plupart de ses confrères, dont certains avaient dénoncé les méthodes auprès du Conseil de l'Ordre, David Metaxa traîne une réputation sulfureuse. C'est un type intelligent avec de vraies compétences techniques, mais il s'est laissé dévorer par l'ambition, souligne l'un d'eux. Formé au cabinet d'Alain Jakubowicz, le jeune avocat a adopté un style offensif. Il fait partie de cette génération qui pense qu'on ne peut exister qu'à travers les coups d'éclat. De son côté, François Saint-Pierre, ténor du barreau, avec lequel il a travaillé quelques mois, affirme être sincèrement désolé pour lui. J'espère que les choses pour lesquelles il a été entendu ne sont pas si graves. À Lyon. Donc c'était pas trop un journal ça en fait ce que je viens de lire. Ok, donc voilà, hein, ça enchaîne. Hein. Affaire Néré, l'avocat David Metaxa relaxé. Donc là on est en 2013. Il risquait une suspension à 5 mois avec sursis à la suite d'une double mise en examen. David Metaxa, le trublion du barreau lyonnais, s'en tire bien. Le 5 février, l'avocat a été convoqué par le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Lyon. Il risquait une suspension de 5 mois avec sursis à la suite de sa double mise en examen dans l'affaire Néré et une affaire de stupéfiants à Dijon, mais aussi une série de différends avec plusieurs confrères. Il avait notamment fait une sortie médiatique dans l'affaire Zaya, alors qu'il n'était pas en charge de la défense de Karim Benzema, celle-ci étant assurée par un autre associé de son cabinet. Donc ça vient d'un autre article. La décision a été rendue aujourd'hui par le conseil défendu par M. Jakubowicz. David Metaxa a finalement été relaxé sur les 2 mises en examen, écopant d'un simple blâme pour manquement à la délicatesse sur ses conflits avec ses confrères. Ok, donc en fait c'est plutôt... Ils ont juste jugé le truc sur les confrères. Donc là c'est quoi? Ça c'est en 2016. Procès Néré, David Metaxa, avocat sur le banc des accusés. Procès Néré sur le banc des accusés en 2016... par Pascal Charrier. Dans d'autres circonstances, le président du tribunal lui donnerait du maître au lieu de l'appeler monsieur. David Metaxa est avocat, mais ce mardi 3 mai, au tribunal correctionnel de Paris, il est assis sur l'une des chaises réservées aux 9 prévenus de l'affaire Néré, dont il se dit être victime collatérale. Poursuivi pour recel de violation du secret professionnel, ce pénaliste de 39 ans s'était spécialisé dans la défense de truands de la région de Lyon. Qu'il soit braqueur ou trafiquant de drogue, ou assassin meurtrier apparemment, étoile montante du barreau de Lyon, à la réputation sulfureuse, il s'est ainsi retrouvé à de nombreuses reprises en compétition professionnelle, comme il le dit avec Michel Néré, alors numéro 2 de la police judiciaire de Rhône-Alpes. Ce n'était pas une plaisanterie. Alors, les deux hommes se connaissaient bien quand le grand flic a été interpellé chez lui au petit matin en septembre 2011. Il a d'ailleurs donné le nom du jeune juriste comme avocat à contacter pour l'assister. C'était le seul numéro d'avocat que j'avais dans le répertoire de mon portable, a expliqué Michel Néré. Quand j'ai écouté le message, je n'y crois pas, je pensais que c'était une blague, a poursuivi David Metaxa. Un document confidentiel envoyé à l'avocat par le policier. Ce n'était pas une plaisanterie et lui-même a été mis en examen 6 mois plus tard, le 22 mars 2012. Il lui est notamment reproché d'avoir archivé dans son cabinet un document de synthèse d'une enquête en cours de la police marseillaise concernant l'assassinat en 2011 à Marseille d'un malfaiteur lyonnais. Ce document confidentiel lui avait été envoyé par mail par Michel Néré avec la mention pour ton info et destruction à l'issue. Mais je ne lui avais rien demandé, plaide David Metaxa, en ajoutant qu'il aurait pu obtenir la même pièce par la voie classique puisqu'il s'était constitué partie civile pour le frère de la victime. L'ex-commissaire défend la même version à l'entendre. Il espérait juste entretenir de bonnes relations et récolter une confidence involontaire au détour d'une conversation à bâton rompu à propos du fameux frère, lui-même dans le collimateur des policiers. Le sujet est sensible. L'avocat ne veut pas passer pour un informateur et quand le procureur glisse ce que la presse l'a laissé entendre, ils m'ont dit aussitôt « Je ne peux pas laisser dire cela dans une audience publique, c'est me mettre en danger », clame-t-il. Du banc des accusés au banc de la défense, ex-avocat de Gilles Bénichou et de Stéphane Alzra, deux prévenus de cette affaire qui sont absents à la barre, David Metaxa nie également avoir détenu une fiche concernant un autre accusé
Un autre des accusés, Cyril Astruc. Je n'ai demandé qu'une seule fois à Michel Néré d'intervenir pour moi, assure-t-il, c'était pour un PV pour un feu rouge. Il m'a répondu tolérance zéro. Alors que le Conseil de l'ordre ne l'a pas suspendu à titre provisoire et qu'il a été relaxé par le Conseil disciplinaire dans ce dossier. David Metaxa retrouvera les bancs de la défense la semaine prochaine. Ok, c'est magnifique. Et donc dernière chose, il a été bien libéré de garde à vue, je suis choqué. 23 personnes ont été placées en garde à vue le 24 janvier, donc là on est en 2017. Encore, il se fait mettre en garde à vue à chaque fois, mais c'est quoi ce type? Elle avait payé en liquide les 500 000 € de caution d'un trafiquant de drogue grenoblois. L'avocat lyonnais David Metaxa faisait partie des personnes interpellées. Il est sorti de garde à vue hier dans la soirée. Placé en garde à vue dans son propre cabinet suite à l'affaire dite des crédits pétés, l'avocat David Metaxa répond à la polémique. J'ai été placé en garde à vue pour plusieurs raisons. Faux et usage de faux, blanchiment, participation à une association de malfaiteurs. Je suis choqué qu'on me notifie ces infractions. À moi qui suis avocat et garde à vue, il s'est déroulé dans mon cabinet et a duré le temps qu'on m'entende. On me reproche d'avoir obtenu une décision de libération sous caution de mon client, M. Benny Boulenaen. La vérité est que personne ne voulait qu'il sorte. Le procureur de la République et son substitut ne voulaient pas qu'il soit libéré. Mais vous savez, la garde à vue a mis tout le monde très mal à l'aise. Tous mes confrères de Lyon sont choqués du traitement qu'on réserve aux avocats. Pourquoi autant de garde à vue ? Mardi 24 janvier, 23 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de la dite affaire. Sur ces 23 personnes, 12 ont été interpellées à Grenoble, 5 à Clermont-Ferrand, d'autres à Saint-Étienne et certains dans les Rhônes. Le jour des faits, un lundi du mois de juin 2016, 29 personnes s'étaient présentées à la régie du tribunal de grande instance TGI. Elles avaient en leur possession des sommes allant de 7 000 à 70 000 € en billets de 500 €. C'est tout à fait anormal. La raison de leur venue, elles voulaient payer la caution de Mehdi Boulenaen, 30 ans, alors en détention provisoire pour trafic présumé de stupéfiants. Si Mehdi est immédiatement relâché, il est de nouveau arrêté après un appel du parquet. Depuis, il a été condamné à 10 ans de prison et 200 000 € d'amende. Une fois la caution payée et Mehdi relâché, une enquête a été ouverte pour connaître l'origine de ces fonds pour le moins d'août, selon un témoignage du parquet recueilli par France Bleu. Les billets sentaient l'alcool et la colle, comme si on avait voulu effacer les empreintes ou de l'ADN. Pour M. Metaxa, ce genre de procédure n'est pas correcte. S'il ne voulait pas de cet argent, il ne fallait pas accepter la caution. Quand on veut que justice règne, il faut d'abord nettoyer devant sa porte. Voilà, donc il a l'air a l'air d'être quelqu'un de tout à fait honnête, qui représente notre justice, quelqu'un de, voilà, c'est ça notre justice, voilà, quelqu'un qui mérite un diable, quoi. Donc on va écouter, pour finir, les faits du massacre. Comme ça, tout le monde aura ça. Vous pouvez aller écouter cette interview de Berkoff, elle est parfaite. Ses frères, puisqu'ils ont 2 ans d'écart, les frères jumeaux, Ouais. et ils voulaient organiser une fête commune. C'était la première fois, et on saura que ce sera, hélas pour elle, la dernière fois, et aussi pour les frères jumeaux. Donc, tout se passait bien. À un moment donné, il y a 3 véhicules qui rentrent dans le parc sur une colline qu'on appelle la colline de Fourvière, puisque nous avons une basilique qui se situe sur une colline à Lyon. Et 3 véhicules entrent dans ce parc, alors qu'il est même interdit d'y pénétrer. Ah, c'est ça, j'allais vous poser la question. Il est interdit aux voitures de pénétrer dans ce parc. Tout à fait, c'est interdit. D'accord. Ils sont restés 5 minutes sans que personne ne sorte du véhicule. Et la première des voitures, une Twingo conduite par une jeune femme et avec 3 autres jeunes femmes comme passagères, part. Et alors là, malencontreusement, et ça, l'adverbe a son importance, malencontreusement, écrase un animal, un petit chien qui est un chien d'un des invités de la fête. Alors évidemment tout le monde s'est précipité parce que la jeune femme commençait à prendre la fuite, soyons clairs, d'accord ? Alors là tout le monde a entouré la voiture, tout le monde s'est mis devant la Twingo, et puis la jeune femme a été un petit peu extraite du véhicule, un peu, on se dit les choses, un peu violemment. Les autres jeunes filles sont sorties correctement sans aucune difficulté. La seconde voiture, en l'occurrence la Golf, est sortie. Elle est sortie, elle l'a pris après le parc à gauche dans une impasse. Elle a fait demi-tour et en faisant demi-tour, elle n'a pas manqué de happer au passage un des autres occupants de la fête, dont on parle très peu, mais qui a été lui aussi victime, d'abord d'un coup de portière dans le bas-ventre, et ensuite percuté volontairement, il s'est retrouvé sur le capot, et il a chuté au sol, et on l'a laissé sur le bas-côté. Ensuite de quoi le véhicule avance. Axel Dorier, voyant cela, se positionne en disant stop, 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 on m'a appelé la police, on m'a appelé le vétérinaire, ne partez pas. Bien. Elle met son pied droit sur le capot du véhicule pour
empêcher effectivement que ce véhicule s'en aille. Ouais. Voilà, donc là, après tous les détails, on entend un truc particulier, c'est que Axel s'est mis devant la voiture. Donc là, retenez tous que si vous êtes face à des racailles, face à des halogènes, ne vous mettez pas en danger comme ça. Je sais que c'est horrible de dire ça après, mais on voit bien qu'elle s'est mise devant pensant que c'était des humains en fait en face d'elle, et donc ils ne l'écraseraient pas. Et en fait, si vous réfléchissez comme réfléchit une personne que je connais, qui me dit, oui mais en fait ils avaient déjà écrasé le chien. Donc en partant de là, c'est pas des humains quoi. Voilà, donc en fait elle s'est mise devant, elle était un peu folle quand même de croire. Folle dans le sens, comment dire folle. Je peux pas dire ça, mais c'est un peu, elle aurait pas dû faire ça quoi, se mettre devant parce qu'en fait c'était des monstres. Dès le départ, elles auraient pu le capter entre guillemets. Et donc elle s'est mise devant et donc c'est ça qui l'a tué quoi. Il C'est ça qui l'a s'avère tué. que Putain, je peux pas dire des choses comme ça. Faites attention à vous quoi. Faites attention, c'est trop dangereux en fait. C'est trop dangereux. le véhicule avance quand même, la fait chuter, Mhm. alors même qu'elle est sur le point de se relever. Ouais. Le véhicule Golf de sport, boîte automatique 7 rapports, avec une puissance extraordinaire au démarrage, Ouais. démarre, emporte la pauvre jeune femme sous ses essieux et s'en va ainsi sur 807 mètres. 807 mètres. 807 mètres. Tout un chacun s'est demandé mais où est passé Axel, où est passé Axel. Les frères Théo et Evan Dorier n'ont pas saisi dans l'immédiateté du moment ce qui se passait, sauf un, et il a couru après le véhicule à la suite des traces de sang que sa sœur laissait. Oui. Voilà, bon, on a le détail de tout ça, on voit que c'est une injustice totale, que la personne qui a défendu est un diable as, un diable qui a réussi à complètement détourner le sujet, quoi, à la problématique, puisque dès le départ, on voit bien que la peine qui était mise par le parquet était faussée. Apparemment, c'est d'une discussion au départ, parce que lui, il avait même voulu mettre, il explique après dans l'interview, que ce soit que 5 ans, parce que c'était vraiment homicide involontaire, machin, je sais pas quoi, sans vouloir le donner, tout ça. Voilà, donc c'est horrible. Partagez cette vidéo pour que les gens sachent. Il y a d'autres vidéos aussi, j'ai fait une autre vidéo précédente qui montre différentes personnes qui ont fait le détail de ce procès. Les gens disent qu'on ne sait pas, on sait, on voit qu'on veut nous tuer, que la justice derrière n'agit pas, est injuste. Voilà, c'est injuste. C'est tout ce qu'il y a à dire pour Axel Dorier. Repose en paix, mademoiselle. Ça sera la dernière fois que j'en parle, je pense, parce que c'est horrible. Ça me révolte, ça réveille des très mauvais instants en moi, donc voilà. En tout cas, bon courage à vous et surtout repose en paix, Axel. Repose en paix, Axel, et pensez à la famille. Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour vous remettre. Enfin bon, voilà.